des formations universitaires de français et dans la perspective de leur dynamique et de leur devenir. Et donc je vais, de manière très informative, vous présenter quelques instruments qui sont utiles à l'ingénierie de formation, c'est-à-dire à la conception des programmes d'enseignement et à leur gestion, je dirais, de manière anticipée, puisqu'il est nécessaire de prévoir des évolutions possibles, et en particulier des évolutions dangereuses possibles, du fait, par exemple, des baisses d'effectifs qu'on pourrait constater ou des pertes d'audience qu'on peut constater dans la diffusion d'une langue. L'université demeure le bastion des langues. Elles en sortent et elles y retournent. Mais elles sont le point de départ, le dernier espace dans lequel les langues ont droit de s'épanouir, dans la mesure où elles ne sont pas nécessairement commandées par des impératifs qui sont de nature fonctionnelle, mais elles le sont aussi pour des raisons scientifiques, et l'intérêt de la recherche dans ce domaine est évident, et elles le sont aussi en ce qui concerne le développement de la personne, puisque l'université a aussi comme responsabilité celle de contribuer à l'épanouissement individuel qui passe entre autres par les langues. Je vais vous dire quelques mots donc de ces instruments du Conseil de l'Europe qui nous réunissent en quelque sorte ici. Et j'en dirai quelques mots parce qu'ils sont bien connus et donc mal connus. Ce qui est bien connu n'est pas connu, comme disait Hegel, si je me souviens bien, quelque part dans la phénoménologie de l'esprit. Le cadre existe depuis l'année 2000. J'imagine que vous savez vous y reporter facilement sur Internet. Il suffit de taper dans Google CECR ou CEFR, mais plutôt CECR. Et vous tombez directement sur le texte dans ces deux versions officielles qui sont la version française et la version anglaise. Et vous trouverez évidemment immédiatement à côté tous les autres documents qui l'entourent. Le cadre européen commun de référence qui a été élaboré donc de manière consensuelle au sein des 47 États membres qui constituent le Conseil de l'Europe. Ce document a une finalité politique première, qui est de contribuer à la diffusion de l'éducation plurilingue. C'est son objectif fondamental. C'est celui qui est inscrit dès les premières pages de cet ouvrage. Et en tout cas, cet objectif se déploie d'une manière technique, puisqu'il y a finalement dans le cadre assez peu d'éléments qui définissent l'éducation plurilingue, à part les définitions des premières pages. Il fournit des instruments de travail. Ces instruments de travail sont une terminologie partagée, qu'on espère partager, pour que tous les responsables et tous les opérateurs qui sont impliqués dans la réflexion sur les langues partagent une terminologie, qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par grammaire, ou qu'on s'entende sur ce qu'on entend par interaction orale. Et donc le cadre est d'une lecture aride et austère dans la mesure où il a une terminologie extrêmement contrôlée. D'autre part, il présente une analyse de ce qu'est l'enseignement-apprentissage, donc une théorie générale de l'enseignement-apprentissage, qui est réalisée à l'aide de descriptions spécifiques, à l'aide de descriptions d'éléments constitutifs
de cet ensemble qui est donc déployé en sous-catégories et sous-catégories. Ces sous-catégories étant par exemple les niveaux, les activités, les compétences, mais aussi les textes. Je rappelle que le concept majeur du cadre est celui de texte. Nous parlons, nous interagissons par texte, et donc la notion de texte est une notion, texte oral et texte écrit bien entendu, est une notion tout à fait capitale pour comprendre ce que le cadre propose. Donc le cadre n'a pas pour rôle de prescrire quoi que ce soit, c'est un instrument inerte qui n'a pas de polarisation particulière. Simplement, le fait qu'on crée de la transparence dans les enseignements de langue conduit à, évidemment, essayer de les adapter à des situations et en particulier à les rendre beaucoup plus modulaires. Un mot sur les niveaux de référence du cadre, qui sont ceux qui, malheureusement, ont fait le succès du cadre. Les niveaux du cadre sont des points de repère. Ce sont uniquement des points de repère. Ils ne signifient aucunement qu'il faille aller jusqu'à C2, que le seul locuteur acceptable et honorable est un locuteur C2. Ce que les niveaux disent, c'est que toute compétence en langue est honorable, que toute compétence en langue peut être décrite et que toute compétence en langue peut donc être éventuellement certifiée. L'important est donc de considérer que ce sont des balises, non pas des bornes kilométriques, parce que les bornes kilométriques sont stables, mais des bouées. Joe Silves du Conseil de l'Europe dit que les niveaux sont des bouées, c'est-à-dire qu'elles sont arrimées au fond, mais en surface, elles flottent. Et que donc, la notion de niveau est une notion flottante, mais en même temps, c'est un point de repère qui permet d'y voir clair. Donc, la finalité essentielle du cadre est de permettre la réalisation de programmes d'enseignement souples et diversifiés, puisqu'on peut, à l'aide de toutes les catégories dont on dispose, construire sur mesure des formations en termes de niveau, d'activité, de genre de texte, de domaine et de compétences. Tous ces éléments permettent de construire des formations qui seraient adaptées à un contexte. Donc, le cadre est un instrument et rien d'autre. L'utilisation du cadre est globalement, je dirais, décevante. Globalement décevante parce que ce succès a été d'une certaine manière kidnappé par les évaluateurs. Les organismes d'évaluation attendaient ce document depuis toujours, puisque c'est un document qui permet de caractériser ce que les évaluateurs appellent le construct, c'est-à-dire ce que l'on va effectivement évaluer. Pour évaluer, il faut savoir ce qu'on va évaluer, et le cadre permet de définir de manière relativement précise ce que l'on peut évaluer. Et donc, le cadre a été immédiatement et très rapidement, donc, utilisé par l'ensemble des dispositifs qui, dans le monde, proposent une évaluation à caractère officiel ou semi-officiel des compétences en langue étrangère. Ça s'est fait à travers, donc, en particulier, une association européenne de testeurs, ALTE, à laquelle participent Cambridge, le Cervantes, le Goethe Institut, l'Université de Perugia et le CIEP de Sèvres, qui est pour le français chargé de cette mission.
Et les premiers enfants du cadre sont ces dispositifs de certification qui ont été évidemment tout de suite très remarqués dans la mesure où il y a un très grand besoin social de certification en langue, dans la mesure où les diplômes scolaires, par exemple, ne suffisent pas toujours à caractériser cette compétence. Donc l'usage commun a été marqué par cette forme d'utilisation très restrictive du cadre. Je rappelle que le sous-titre du cadre, c'est apprendre, enseigner, évaluer. Évaluer est en fin de parcours. Et d'ailleurs, c'est une dimension qui a créé beaucoup de discussions au sein du groupe de travail qui a élaboré le document. Et cette dimension évaluative n'est entrée que, hélas, très tardivement dans le document. Parce qu'effectivement, on anticipait un peu les risques que cela pouvait comporter. La conclusion est la suivante, c'est qu'il s'est construit une image ordinaire du cadre, une représentation sociale circulante, qui fait que le cadre, ce sont les 6 niveaux, qu'on privilégie les niveaux et non pas les profils, puisque il n'est pas dit qu'il faille avoir le même degré de compétence dans tous les domaines qui constituent la compétence langagière. On peut avoir une compétence inférieure en interaction orale à la compétence qu'on peut avoir en réception écrite. On peut avoir une compétence majeure en réception qu'en production, etc. On tend à utiliser le cadre comme un programme. Or, le cadre n'est pas un programme. Le cadre est un instrument pour construire des programmes. Il ne s'impose à personne, mais nombre d'États européens ont choisi les niveaux du cadre pour construire leur programme. Alors que, évidemment, on n'a aucune obligation de le faire. Un de mes collègues du Conseil de l'Europe, Brian North, qui est un des auteurs du cadre, je ne suis pas auteur du cadre. Donc j'accepte vos remarques tout à l'heure, mais je n'ai pas trempé dans cette affaire. J'ai trempé dans d'autres affaires ultérieurement, mais pas dans celle-là. Brian North dit ce n'est pas parce qu'on a inventé la latitude et la longitude que nous habitons tous au même endroit. Le cadre, c'est la longitude et la latitude, et qui permet à chacun d'habiter où il le souhaite. Simplement, il est repérable par un instrument comme le cadre. Et puis, le cadre a été crédité d'apporter une nouvelle méthodologie d'enseignement qu'on appelle couramment chez les éditeurs et chez d'autres l'approche actionnelle, qui serait une nouvelle méthodologie. C'est une nouvelle méthodologie qui a au moins 40 ans d'âge à peu près, puisque c'est une des formes classiques de l'approche communicative des années 80, et que les collègues qui disent ça oublient que le cadre européen commun de référence, en sa page 110, célèbre pour moi en tout cas, dit ceci. Enfin, je peux vous le citer de mémoire, mais je vais le lire quand même cette fois-ci. Le Conseil de l'Europe a pour principe méthodologique fondamental de considérer que les méthodes à mettre en œuvre pour l'apprentissage, l'enseignement et la recherche sont celles que l'on considère comme les plus efficaces pour atteindre les objectifs convenus en fonction des apprenants concernés dans leur environnement social. Donc, si vous estimez que cette phrase permet de penser qu'il y a une méthodologie selon le cadre, c'est que vous l'interprétez de manière extrêmement habile pour arriver à lui faire dire le contraire de ce qui est dit. Donc il n'y a pas de méthodologie d'enseignement selon le cadre, il n'y a pas de niveau à atteindre selon le cadre, il n'y a pas de programme selon le cadre, il y a un outil, un objectif qui peut être mis au service du plurilinguisme, mais qui peut aussi bien ne pas l'être, et enfin,
le Conseil de l'Europe ne demande rien à personne. Le cadre exige que, selon le cadre, il faut, le cadre dit que, d'après le cadre, il faudrait, sont des allégations qui n'ont aucun sens, dans la mesure où, à chaque page du cadre, la ritournelle revient, qui est, je vais vous le dire en anglais parce que ça vous réveillera un peu, you may wish to consider. Si vous le souhaitez et si ça vous fait plaisir, vous pourriez peut-être considérer que. Cette formule est évidemment insuffisante pour empêcher les dérives normatives du cadre, mais en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'esprit. Donc, le cadre n'est pas une orthodoxie. Le cadre est un instrument qui est proposé à tous les collègues qui ont à construire des formations en langue. Et en tant qu'instrument, il n'a pas de polarité particulière. Ce que je voudrais rappeler, c'est que le cadre a désormais une bonne dizaine d'années, enfin même davantage si on considère que le cadre européen a été mis en circulation en 1996 dans une version provisoire. Cette version provisoire n'a pas été beaucoup modifiée dans la version définitive de 2000. Donc cet objet a désormais une bonne quinzaine d'années. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec le cadre, même s'il y a un avant le cadre et un après le cadre. Mais le Conseil de l'Europe et d'autres organisations intergouvernementales ont continué à travailler sur la question de l'organisation des enseignements de langue. Alors, la première génération de documents qui est issu du cadre, c'est un document unique qui a été élaboré donc par un groupe de travail au Conseil de l'Europe et qui s'appelle le Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. C'est un guide d'une centaine de pages qui est en ligne et qui a une première caractéristique, c'est qu'il concerne toutes les langues et pas seulement les langues étrangères. C'est-à-dire qu'il concerne les langues de scolarisation, les langues régionales et minoritaires et les langues étrangères. Et qu'il essaye de montrer comment on peut construire concrètement des formations qui font place à la diversité linguistique en termes d'organisation de ces formations. Ce document développe en fait le chapitre principal du cadre, qui est le chapitre 8. Je ne sais pas si beaucoup de lecteurs arrivent jusqu'au chapitre 8, mais il faut peut-être commencer par le chapitre 8. Le chapitre 8 du cadre, qui a été rédigé directement en français, par Daniel Coste, s'il vous plaît, et qui propose des scénarios curriculaires, c'est-à-dire des formes d'organisation longitudinale des programmes de langue. Il en propose un certain nombre, qui sera repris plus tard dans d'autres textes par le concept de scénario prototypique, c'est-à-dire des organisations moyennes, ordinaires, qui pourraient convenir à certaines situations éducatives. Je pense que pour le problème qui nous réunit, c'est-à-dire la réflexion sur les programmes de formation qui sont les vôtres, sur les finalités de ces programmes, sur leurs composantes, sur leur organisation longitudinale, sur leur convergence avec la connaissance d'autres langues ou d'autres disciplines, le guide est au moins aussi utile que ne pourrait l'être le cadre, dans la mesure où, dans ces chapitres finaux, les chapitres 5 et 6, on donne toutes sortes d'indications sur la manière d'organiser contextuellement des formations en langue. Je vais simplement vous donner un exemple, qui n'est pas très original par ailleurs. Le fait de considérer que dans l'enseignement secondaire, qui n'est pas le problème majeur ici, mais que, premièrement, quand une langue est apprise très tôt dans le dispositif, la rentabilité de l'enseignement décroît. Plus on avance et moins les heures sont rentables, dans la mesure où, passé le
le moment d'acquisition des régularités qui sont démultiplicatrices, on entre dans le lexique qui est infini. Et donc, à mesure qu'on avance, là, le taux de rentabilité, si j'ose dire, de l'enseignement décroît. En plus, il y a des effets de saturation qui sont bien connus. Et donc, pour éviter des effets de saturation, on peut par exemple proposer de suspendre pendant 1 an ou 2 l'enseignement d'une langue et de le transformer en activité qui ne demande pas la présence à un cours, activité d'exposition à la langue sur les médias ou projets, micro-projets, y compris plurilingues bien évidemment, qui font qu'on peut alterner les formes d'enseignement, que enseigner, ça n'est pas toujours être devant un groupe se trouver devant un groupe avec un professeur. Voilà pour le guide, qui est donc le développement politique, je dirais, du cadre. Le cadre évoque ces questions, il ne les traite pas, ça n'est pas son rôle, mais ce guide donc ouvre l'éventail à toutes les langues et à l'ingénierie linguistique au sens strict du terme. Les documents suivants sont les petits-enfants du cadre. Il y en a une dizaine désormais. Ce sont les descriptions des niveaux du cadre par langue. Je ne sais pas si vous êtes déjà familier avec ces instruments. Ils sont plus difficiles d'accès parce qu'ils ne sont pas sur le site du Conseil de l'Europe. Ils sont publiés chez des éditeurs ou ils sont sur des sites spécifiques. Ces descriptions répondent aux besoins des utilisateurs. Si un descripteur du cadre décrit par exemple la compétence de production écrite avec le descripteur suivant, niveau A1, l'apprenant utilisateur est capable d'écrire des cartes postales. Bien. Les professeurs poseront immédiatement une question qui est: est-ce qu'il faut enseigner le passé composé? Normal. Est-ce qu'on enseigne le superlatif? À très bientôt. Est-ce qu'on enseigne les adjectifs appréciatifs? Chaleureux souvenir. Est-ce qu'on enseigne les propositions de lieu? Je suis en Avignon aujourd'hui et je te salue. Et les noms de pays. Je vais en Chypre, petit archaïsme, je vais en Chypre la semaine prochaine. Bien, alors toutes ces questions sont des questions ordinaires que les enseignants, les concepteurs de programmes, les auteurs de manuels se posent, et on a donc commencé de manière assez spontanée à essayer d'identifier les formes d'une langue donnée qui correspondent à un descripteur du cadre. Donc, en italien, en allemand, en français, en portugais, etc., quelles sont les formes qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les compétences telles qu'elles sont décrites dans, par exemple, le niveau A1 et tous les autres. Ces inventaires reprennent la tradition des niveaux seuils des années 75. La différence, c'est que les niveaux seuils sont restés seuls. En tout cas, pour le français, il y a eu un seul niveau qui a été élaboré, le niveau dit seuil. La seule langue pour laquelle on a élaboré d'autres niveaux que le niveau seuil est l'anglais, et c'est à partir des autres niveaux de l'anglais qu'on a commencé aussi à réfléchir à la notion de cadre. Donc pour ce qui concerne le français, j'ai dirigé, si j'ose dire, piloté amicalement un groupe de collègues qui, à partir de 1999, s'est mis au travail et qui a élaboré les niveaux de référence pour le français, qui sont pratiquement tous publiés aujourd'hui. Niveaux de référence pour le français, pour lesquels tous les niveaux sont disponibles, y compris donc un niveau A1.1, destiné aux locuteurs peu francophones.
Les niveaux C1 et C2 sont en cours d'élaboration et donc on les attend pour 2013. Le niveau B1 a été publié cette année. Donc vous avez A1, A1.1, A2, B1, B2 et les niveaux C sont là. Ce sont des ouvrages à consulter, des référentiels eux-mêmes qui présentent des listes d'éléments du français qui sont supposés être nécessaires à la réalisation des activités et compétences qui sont prévues au niveau correspondant. D'accord ? Donc, je ne vais peut-être pas entrer trop dans le détail de ceci, mais en tout cas, le premier, le niveau B2, a été publié en 2004, et donc le B1 a été publié en 2001. Ils sont publiés chez l'éditeur Didier, dans une série tout à fait identifiable. Et ils servent aux collègues du CIEP de Sèvres à fabriquer les épreuves du DELF et du DALF. Quand on fabrique une épreuve A1 ou B2 dans le service des certifications, et on se sert de ces instruments. Ces instruments sont l'outil de travail des collègues qui fabriquent des épreuves de réception orale, réception écrite et autres pour cela. Donc on a un certain nombre de caractéristiques dans ces descripteurs, en particulier une forme d'originalité de ces inventaires, c'est qu'ils comprennent des inventaires de la maîtrise de l'orthographe, qui est répartie sur 6 niveaux. Il faudrait peut-être même la répartir sur 12, parce que l'orthographe est une longue histoire. Il y a des descripteurs de l'acquisition du système phonétique, et il y a une tentative de description de compétences culturelles et interculturelles qui sont réparties en sous-compétences, en 5 sous-compétences, et qu'on essaye d'étager par niveau de maîtrise de ces compétences, étant entendu qu'on rappelle qu'il n'y a pas de relation intrinsèque entre les compétences culturelles et les compétences langagières. Je pense que Michel Candelier reprendra ce point peut-être tout à l'heure s'il est amené à parler du CARAP, mais dans le cadre des descriptions des niveaux de référence, on ne souhaite pas articuler les compétences langagières et les compétences de nature culturelle dans la mesure où elles ne sont pas fondamentalement de même nature. On peut avoir de fortes compétences culturelles et pas de compétences langagières, et on peut avoir de fortes compétences langagières et pas de compétences culturelles. On peut même avoir de très fortes compétences langagières et avoir des compétences anticulturelles. C'est le cas des espions, par exemple, qui ne sont pas particulièrement amicaux, mais qui connaissent très très bien la culture et la langue du pays dans lequel ils opèrent. Donc il y a là des choix qui caractérisent les niveaux pour le français. Ces niveaux ont été réalisés d'abord pour l'allemand, dans un document qui s'appelle Profil Deutsch, qui a été élaboré par des collègues à l'Université de Fribourg. Et puis se sont constitués avec le temps d'autres niveaux de référence de ce type, comme le dernier en date, nos collègues anglais sont les derniers pour une fois, qui est English Profile, et qui est disponible de manière payante sur un site. C'est une manière très britannique de voir les choses. Il y a les mêmes documents pour l'espagnol, c'est l'Instituto Cervantes qui a fait un document qui s'appelle Plan Curricular et qui a la même fonction. C'est aussi le cas pour l'italien langue étrangère, par exemple, qui a élaboré des livelli per l'italiano en 6 niveaux et qui sert aux certifications. Et c'est le cas pour d'autres pays qui sont en train d'essayer de créer leur référentiel de langue. C'est en particulier le cas pour le système arménien, pour l'arménien langue étrangère. C'est le cas aussi pour le slovaque langue étrangère.
Et je pense que ça pourrait être quelque chose à envisager en ce qui concerne l'enseignement du japonais comme langue étrangère, si ce type de document est nécessaire. Voilà pour un autre instrument qui ne donne pas de solution et qui est un autre instrument de référence avec donc le cadre et le guide. Le dernier instrument de référence n'est plus un document, c'est un site. C'est un site qui a été mis en place à l'intérieur du site du Conseil de l'Europe à partir de 2007 à peu près. Non, de 2009, pardon, 2009, et qui s'appelle donc la plateforme de ressources et de références pour l'éducation plurilingue et interculturelle. On a voulu éviter de produire un texte qui devient rapidement un texte sacré. On ne peut plus changer le cadre. On ne peut plus changer ce texte, dans la mesure où il a non seulement une existence papier, mais il est devenu un texte de référence qu'il est impossible et qu'il n'est pas envisageable de modifier. Donc le cadre ne bougera pas. Mais fort de cette expérience et fort des effets très normatifs que le cadre a suscités, on a donc créé un lieu de ressources plus vaste qui développe à la fois le cadre et le guide et qui concerne l'ensemble des langues enseignées dans la perspective de l'éducation plurilingue et interculturelle. Ce site, qui comprend de très très nombreux textes, et non pas simplement des inventaires fermés, mais qui sont des ressources en évolution, comporte donc des réflexions, très peu de descripteurs, sur les langues de scolarisation, les langues étrangères, les langues utilisées pour transmettre des connaissances, que ces langues soient des langues officielles, minoritaires ou étrangères. Donc on a un dispositif arborescent qui est qu'une langue peut être langue de scolarisation et langue de transmission des connaissances. Une langue étrangère peut être matière, elle peut être langue de transmission des connaissances. Une langue minoritaire peut être enseignée en tant que telle, matière, elle peut aussi être enseignée en tant que transmission des connaissances. Et tout l'objet de ce dispositif est de créer des transversalités entre les enseignements de langue. Il y a plusieurs manières d'interpréter, je dirais, le concept d'éducation plurilingue. Il y en a plusieurs qui sont peut-être même des étapes de son installation dans les systèmes éducatifs. Et que cette plateforme essaye de caractériser. La première, c'est d'abord la diversité de l'offre en langue étrangère. La diversité de l'offre est un premier pas et elle rend possible des parcours plurilingues. Étant entendu que, bien évidemment, la place d'une langue dans le système éducatif est stratégique, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une vie langagière après le baccalauréat. On peut s'approprier des langues tout au long de sa vie en fonction de ses besoins, de ses désirs et de ses rencontres. Tout n'est pas joué dès l'enfance. On sait très bien que les seniors ont une très bonne capacité d'apprentissage des langues parce qu'ils ont un dispositif cognitif développé, qu'ils ont l'expérience sociale de la communication et que, dans ces conditions, ils sont tout à fait à même de gérer un apprentissage. Donc c'est vrai que du point de vue phonétique, ils n'obtiendront peut-être pas les résultats qui est attendu, mais est-ce que l'accent est un péché? Et si l'accent était une marque identitaire? Et si l'accent était une forme
d'être pluriel dans la manière dont on est différent. Ce serait peut-être une autre manière de penser l'accent, plutôt que de le penser comme un manque ou que comme une imperfection. Dans ces conditions, la diversité peut s'étaler, et en particulier, les universités ont un rôle fondamental à jouer. Parce que si effectivement une langue n'est pas présente dans le système secondaire, ou elle ne l'est pas de manière suffisante, les universités ont à leur disposition 3 ans, 4 ans, 5 ans pour proposer à tous les étudiants, et à certains en particulier, l'apprentissage d'un certain nombre de langues. Donc la première question qu'il convient de se poser en termes stratégiques, c'est est-ce que les universités ont défini leur politique linguistique? Et elles ont défini quelle politique linguistique en fonction de leurs relations internationales, des débouchés professionnels des étudiants, bien entendu, mais aussi en fonction du développement de la personne. Dans de très nombreuses universités dans le monde, il existe des centres de langue qui sont ouverts à tous les citoyens et dans lesquels on peut apprendre un nombre quelquefois extrêmement important de langues. L'Université nationale de Mexico à Ciudad de México offre 35 langues, dont le catalan, le roumain, et j'en passe. Et elles sont offertes à des prix modiques à l'ensemble des citoyens habitants de la même manière qu'à Paris, il existe une école municipale de langue qui offre, là aussi, aux Parisiens, il faut être parisien intramuros, pour des raisons administratives qu'on comprendra, pour pouvoir effectivement entrer là. Donc la diversification ne se fait pas simplement dans l'école secondaire, elle est aussi à penser dans l'itinéraire de la construction d'un répertoire. La deuxième forme d'éducation plurilingue, c'est l'articulation des formations en langue entre elles, et en particulier donc tous les parcours biplurilingues, ou les parcours qui associent une discipline et une langue. Et ces dispositifs sont connus depuis fort longtemps. On peut toujours en inventer de nouveaux. Par exemple, on peut inventer des cours de français pour les historiens, parce qu'il se trouve que l'historiographie francophone n'est pas trop mal placée dans le domaine scientifique. On peut imaginer une formation au journalisme culturel, avec une formation en plusieurs langues, où on peut imaginer des études européennes qui allient le droit, l'économie et les langues. Et donc là, il y a un espace de développement spécifique pour tout ce qui concerne des formes de curriculum à inventer pour déployer les langues et le français en particulier dans cet espace. Et enfin, la troisième forme, la véritable forme d'éducation pluriculturelle, c'est la convergence dans les enseignements de langue. C'est-à-dire que l'enseignement d'une langue donnée s'appuie sur les ressources qu'ont les apprenants dans d'autres langues, pour qu'on cesse de considérer que les langues acquises sont des menaces. Les faux amis lexicaux ont fait des ravages. Il n'y a pas que de faux amis dans la vie, il y a aussi de vrais amis. Et dans les langues, il y a beaucoup de vrais amis qui permettent effectivement et de la réflexion métalinguistique et grammaticale, qui permet effectivement de passer plus facilement peut-être d'une langue à l'autre. L'éducation plurilingue est dans cette transversalité. Cette transversalité est à construire et elle est en construction. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire, et je m'en excuse, vous rappeler probablement ce matin. Le cadre est la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres instruments qui servent à cet effet. Ils sont à votre disposition. Ils sont entre vos mains. Et l'essentiel est de faire preuve de créativité, comme partout. Le cadre est un instrument pour la créativité, et la créativité curriculaire est notre destin. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Biako, pour votre propos très chaleureux et convaincant. Et donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur Hosokawa pour continuer un peu de discussion et de dialogue. Je suis Hosokawa de l'Université de Waseda. Je crois que nous sommes en retard dans notre déroulement. Je vais donc cerner un certain nombre de points. Je vais donc essayer de vous poser un nombre limité de questions. Donc, juste, je vous poserai une seule question. Donc, votre conférence est portée sur une frise chronologique allant du niveau seuil en passant par le cadre et qui arrive jusqu'à plateforme. Et donc, cette crise chronologique était très, très facile à comprendre. Je vous en remercie. Et à la fin, vous avez placé le cadre européen dans l'usage de l'élaboration de la politique linguistique et vous avez parlé de la citoyenneté, des rapports que ça peut avoir avec la citoyenneté. Et en fait, j'ai plein de questions que je voudrais poser, mais simplement, je me limiterai à une seule question. Autour du cadre européen, donc, deux idées, pluriculturalisme et plurilinguisme, également la citoyenneté. Donc, autour du cadre, d'une part, il y a l'idée plurilinguisme et pluriculturalisme, et de l'autre, il y a la citoyenneté. Comment on peut placer ces éléments? Je devrais demander votre suggestion, vos idées sur ce point. 私は今日はちょっと今日はシトワイエンテ市民性に関するお話はしなかったと思います。昨日はお話ししたんですが、でも先生の質問にお答えしたいと思います。この市民性というものは私たちの今日のテーマから外れていることは一応合意していただけると思います。今日の話は、大学における言語教育のプログラムを開発というようなこと、何を目的にするかというようなことを話をしているわけですから、どのような内容を連携させるか、そしてどのような学生を育成していくかということになるわけです。今日市民性の話、市民性という言葉が出れば、それは民主的な市民性を広げるという、それが欧州評議会の使命です。欧州評議会はその民主的市民性が何かという定義を行っています。どんな状況であっても、その中で市民として参加している人間は市民としての責任があります。で、その中で、民主的市民性というものの概念が欧州評議会の中で発展したわけです。そして特に異文化という側面に関しての話は、参照枠にはあまり出てきません。例外はありますが、最初に出てくるだけです。後には発展はしていきません。ですから言葉は異文化的な経験であります。外国語は他者というものを外国語によって取り込むわけですから、個人の体の中に、組織の中に、内臓にこの他者、多性というものを経験し、それを自分の中に、自分の、人間性というものを作っていくわけです。ですから異文化経験というものは持つ、結果というのは常にポジティブなことだと思います。細川先生の質問が政治的な意味を持っているのであるとすれば、こう答えましょう。参照枠は政治的なことに関して何か
言及はしていません。ただ間接的に言えることは、解釈として、言えるとすれば、この複言語的な世界の中で、例えばそれが古くからのものであっても最近のものであっても、19世紀からの国民国家という考え方にもありますが、その中では文化的な帰属意識というものが大事になってきます。国民国家に帰属するということが、それが市民であるということです。ですから市民ということは宗教や言語などによって定義されることではありません。ですから国民国家、ヨーロッパにおける国民国家というのは対立が多い中で、そのアイデンティティを作るものとしての、いくつかの材料があり、その中の一つが言語であると言えると思います。国旗ですとかその他の象徴、また国民服というようなものも、また国の物語というようなものもアイデンティティを作る上で役立ってきました。私はロランの歌という騎士道の歌などがフランス人にとっては思い当たると思います。このような例には事欠きません。ですから文化的アイデンティティというものを作る上で言葉、公用語のことですが、これがアイデンティティを担う役目を持ったわけです。スウェーデン人だったらスウェーデン語をしゃべる、フランス人だったらフランス語、イタリア人だったらイタリア語をしゃべれというわけです。ですからイタリア人であればイタリア語ができて当たり前だという考え方が生まれてきます。でもアイデンティティというのはこの言語と非常に関わっています。国民的なアイデンティティということに関してヨーロッパでは特にこの能力、言語能力というもの、フランスにおいては言語能力の移民における言語能力を判定し、フランス人になりたいなら能力を持てということになります。で刑務所にいる人間は言葉はできるでしょうが、だからといってそれがいい市民と言えるでしょうか。そんなことはありません。ですからヨーロッパにおける、国民国家という意識の下で消えていった考え方なんですが、言語とそれから政治的な帰属との間には関連はないと思います。私は今理解するのは難しいことだと思いますが、これは全てのさまざまな帝国の政策の考え方でした。オーストリアの帝国がイタリア語の使用を禁止したわけではありません。オスマン帝国はギリシャ語をしゃべるなと言ったわけではありません。ギリシャ人が税金を払えばいいんだということです。イスラム人じゃない人間も税金を払えばいいということです。でカルカラ帝は215年16年に法令を発布し、その中でローマ帝国の市民というのは全ての自由人を含むと言っています。そこに宗教や言語や宗教や言語は入っていません。ローマ帝国を見ていただければ、そこにはさまざまな民族、フェニキア人などの、民族が、アルメニア人もそうです。ネロンの時代にはアルメニアにもありました。そのようなさまざまな民族があるわけです。ですから、言語と市民性の間に関係づけをするというのは最近の考え方であり、私はそれはいい考え方だとは思いません。ヨーロッパにとってはヨーロッパの言葉というのは複言語です。Merci. Et donc, je voulais savoir le contexte de cette idée et peut-être ma question n'était pas mal posée. Aujourd'hui, donc, le troisième, à la page 8, à la page japonaise, donc c'est une question qui concerne
Donc, oui. Et donc, la réponse de M. Berco nous donne l'orientation à